lorsque dans ta vie tu as l'impression que tout s'accomplit pour t'aider à réaliser quelque chose, ce que j'appelle l'état de grâce, si tu n'as pas un certain talent, mais que tu prends l'habitude de faire quelque chose qui correspond à ce talent, tu finis par acquérir ce talent. Et on a tort de faire confiance à la science pour fonder notre vision du monde, parce que là, la science a tout faux. La science part de l'idée que la conscience est le produit du cerveau, c'est complètement faux. Elle part de l'idée que l'évolution est le fruit du hasard des mutations, c'est complètement faux. Les scientifiques ne sont pas compétents pour élaborer notre vision de la réalité. Ce qui se passe, c'est que la théorie de Darwin, c'est une théorie anglo-saxonne dont les anglo-saxons avaient besoin pour justifier le capitalisme. Il me paraît évident que c'est la conscience qui maîtrise l'évolution. L'évolution, elle est due à la conscience. Alors que le scientifique va être un adepte de la pensée magique en croyant que la conscience est le produit du cerveau, il n'y a rien de plus magique. Les scientifiques sont coincés dans la pensée magique. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, dire un tout petit peu de ton parcours et de ta recherche et de ta quête? Je suis ingénieur physicien, tout récemment retraité du CNRS. Et dans ma carrière presque totalement faite au CNRS, j'ai essentiellement fait de l'intelligence artificielle, on va dire, pendant 20 ans, et de la physique théorique en fin de parcours pendant pas loin d'une dizaine d'années. Voilà, c'est très résumé, je peux aller plus loin. Alors, à partir de ça, quelle est ta quête? Parce que tu n'es pas un peu comme tous les chercheurs en intelligence artificielle et tous les physiciens, tu as une quête personnelle que tu as. Ma quête personnelle, c'est de continuer la quête, effectivement, sur laquelle je suis depuis une quinzaine d'années, puisque j'écris des livres qui font un pont entre la physique et la spiritualité, parce que j'ai découvert, de par mon expérience, d'une part, de par mes connaissances en physique, de par mes calculs, mon expérience du calcul, mon expérience de vie, mon expérience du calcul, les différentes disciplines que j'ai étudiées. On peut dire que j'ai un parcours interdisciplinaire entre les neurosciences, la physique théorique et l'intelligence artificielle. Donc j'ai découvert que ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est quelque chose qui répondait à la conscience des personnes qui le peuplent. Voilà. L'espace-temps, c'est pas quelque chose de rigide, de mécanique, tel qu'on nous l'apprend à l'école. Ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements, sauf à court terme. En fait, ce terme, il varie beaucoup. Pour les planètes, bien entendu, le cours des événements se détermine à très long terme, des millions d'années. Mais pour les systèmes vivants à la surface de la Terre, c'est quelques secondes. Et ce qui détermine le cours des événements à plus long terme, c'est quelque chose qui est relatif à la conscience. Et nous sommes réellement créateurs de notre réalité, et c'est le phénomène de synchronicité qui m'a mis sur la voie. C'est au départ l'analyse, essayer de comprendre comment le mécanisme des synchronicités qui m'a fait beaucoup réfléchir au problème. Mes calculs, ma connaissance de la physique avancée, le bouleversement de notre conception du temps, la nécessité de concilier la relativité générale et la mécanique quantique, etc. Tout ça, ça a été des thèmes de réflexion assez profonds pendant très longtemps, même dès le début de ma carrière. Hein, j'ai étudié la physique quantique, j'ai fait une thèse en physique du rayonnement, j'ai étudié la théorie du chaos, j'ai fait beaucoup de calculs au moment de l'explosion de l'informatique et j'ai compris les limites des équations, j'ai compris tout un tas de choses qui ont fait que j'ai élaboré une théorie de l'espace-temps qui s'appelle la théorie de la double causalité ou théorie de l'espace-temps flexible qui permet de comprendre les synchronicités et bien d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une synchronicité que tu as vécue qui t'a fait prendre cette décision et cette direction? Alors, l'élément déclencheur, c'est ma décision d'écrire un livre
en même temps que de prendre un peu du recul par rapport à ma vie personnelle d'avant, en même temps que ma décision d'écrire un livre, de m'installer en Haute-Provence. Bon, voilà, suite à des choses qui étaient des rêves que je n'avais pas réalisés parce que je n'avais pas le temps. J'avais une vie professionnelle très remplie, une vie familiale très remplie, mais aussi chaotique. Et lorsque j'ai pris des distances à la fois par rapport à des problèmes professionnels et par rapport à des problèmes familiaux, j'ai décidé de réaliser ces rêves qui étaient là depuis longtemps, au moins 10 ans. Hein, et donc ça a commencé par l'écriture d'un livre, mais je ne pouvais pas écrire un livre parce que c'était un livre sur la synchronicité. J'avais commencé à comprendre comment fonctionnaient les synchronicités, donc je voulais l'écrire. Mais je ne pouvais pas écrire ce livre sans l'expérimenter par moi-même. Je me disais, ça ferait pas sérieux. J'explique le phénomène de synchronicité, mais je ne l'ai pas vécu, en fait. Oui, je l'avais vécu dans ma carrière, mais ça manquait un peu de corps. Et je pensais que, ayant compris ce phénomène, je devais pouvoir le provoquer. Et donc l'élément déclencheur, c'est, on va dire, lorsque j'ai réfléchi au protocole, il me manquait des éléments pour le protocole. L'élément déclencheur, c'est ma découverte du livre Dialogue avec l'ange, qui m'a permis d'achever de trouver le protocole qu'il fallait que j'utilise pour déclencher les synchronicités. Voilà. Donc, ça implique une certaine reliance, ça implique de faire une demande, ça implique un état d'esprit, enfin, toutes ces choses, détachement aussi, lâcher prise, etc. Des choses que j'avais pas entièrement compris, mais que je ressentais. Et c'est-à-dire que j'avais intuitivement compris la procédure, entre guillemets. Le mot est mal choisi, hein, parce que c'est un mot qui fait plutôt penser au mental, alors qu'il fallait pas du tout se mettre dans le mental. Et j'ai appliqué cela. Je me souviens, j'étais dans les gorges du Verdon, en Haute-Provence. Et ça a fonctionné d'une manière absolument époustouflante, à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que, dès que je suis rentré de vacances, j'ai écrit le chapitre de mon livre qui s'appelle les dialogues avec l'ange. Et ensuite, j'ai fabriqué tout le livre autour de ça. Ça a été l'élément déclencheur. Et quand tu dis ça a marché de manière époustouflante, est-ce que tu peux donner un exemple? C'est difficile de donner des exemples sans que tout l'interview soit composé de l'explication, parce que c'est très riche. Et le problème de la synchronicité, c'est que vraiment, si on ne donne pas le contexte, c'est difficile à comprendre, se mettre dans l'esprit de quelqu'un d'autre, etc. Donc là, il faut me lire. Est-ce que les rêves sont des accès à cette carte du temps? Les rêves, pour moi, les rêves sont des voyages dans le multivers. C'est-à-dire que en aucun cas, la conscience n'est le produit du cerveau, pas plus la conscience en temps normal, et on est à l'état d'éveil que la conscience à l'état de rêve. Le cerveau produit certainement une sorte de pression ou de préoccupation qui va influer sur la destination, mais la conscience reçoit la vibration, si on peut dire, concernant cette destination, et du coup ça la projette, puisqu'elle est passive durant le rêve, ça la projette dans une réalité du multivers. Et donc cette réalité du multivers, ça peut être dans le futur, dans le passé, mais ça n'est pas du tout nécessairement dans le futur actuel, ça peut être dans l'un des futurs alternatifs. Et ce que je pense, c'est que plus la conscience est projetée dans une réalité de faible probabilité, plus le rêve sera flou, et plus par contre la conscience est projetée dans une réalité de forte probabilité, plus le rêve deviendra réaliste. C'est comme ça que je fais un peu la différence entre les deux. Mais en aucun cas, on est sur une synthèse qui serait produite par le cerveau, qui est une confusion entretenue.
Pas plus la mémoire que la conscience n'est produite par le cerveau, que ce soit pour ce qui concerne la synthèse entre guillemets du réel ou la synthèse du rêve. Du coup, quand il y a des rêves, alors je ne sais pas si on peut les qualifier de synchronistiques, mais qui sont synchronisés avec des événements extérieurs, il y a un fameux rêve qui est toujours mis en exemple d'un baldaquin qui tombe sur la nuque de quelqu'un et il rêve qu'il se fait guillotiner à ce moment-là, mais avec tout un narratif avant le passage à la guillotine, qui mène à la guillotine. Bon, les chercheurs mainstream se demandent comment est-ce que ça pouvait être synchronisé. Ils disent le rêve a été créé en 2 secondes au moment du réveil pour que Oui. l'âme de la guillotine tombe en même temps que le baldaquin sur la nuque du rêveur. Oui. Est-ce que c'est pas une possibilité qu'a le rêve d'explorer le futur, de voir le baldaquin qui tombe, de savoir que sur sa route, il y a un baldaquin qui Non, faut pas. Lorsque la conscience se trouve projetée en dehors du cerveau, en dehors du corps, elle est hors temps. Et donc, il n'est pas du tout étonnant qu'il y ait cette synchronisation. Hors du temps, la réalité que l'on vit va se synchroniser naturellement avec la réalité dans laquelle on va se retrouver dans le corps. Hein. Donc c'est hors temps. Hors du temps, on va dire les affinités s'attirent, quoi. Tu vois, il n'y a pas de causalité. On est en dehors de causalité. Les vibrations vont s'entremêler. Enfin, bon, j'ai du mal à expliquer ça, mais l'explication, c'est le fait que la conscience se retrouve hors temps durant le rêve. Ok. Voilà. La construction du narratif en amont de l'expérience du baldaquin qui tombe sur la nuque, comment est-ce que le narratif se construit pour arriver à cette chute? Parce que les deux réalités vont se mélanger en même temps qu'elles vont se synchroniser. Elles vont se mélanger pour fabriquer une seule réalité. Moi, je ne suis pas étonné par ça. Hein. C'est étonnant parce qu'on a tendance à raisonner dans le temps linéaire. Mais justement, on ne peut plus raisonner dans le temps linéaire à partir du moment où on est projeté hors du temps. Cela dit, je n'ai pas vécu ça. Je l'ai vécu. J'ai eu des lectures. Et donc, moi, j'ai cherché à comprendre les lectures que j'avais, mais je ne l'ai pas vécu. Donc, ce que je dis n'est pas nécessairement... Tu dis qu'on peut reconnaître les signes qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Comment reconnaître ces signes à l'intérieur de soi? Lorsque tout est fluide, lorsque tout devient fluide et qu'on a l'impression que les événements viennent apporter un soutien à tes choix. C'est-à-dire que tu as la sensation de recevoir une guidance et à ce moment-là, tout devient fluide. Et c'est logique parce qu'en fait, avant de changer son futur, on peut se retrouver dans différentes hésitations, et je dirais presque que c'est la normalité, ça. Hein. On est toujours dans nos vies confrontés à des événements qui ne sont pas là pour nous aider. C'est la situation normale, d'accord ? Mais à partir du moment où, à un moment donné, on a bifurqué, et on a commencé à suivre la petite voie, par exemple, ou simplement on se retrouve un peu et du coup, ça nous aide à nous retrouver un peu dans un état de grâce. À ce moment-là, du coup, ça remonte un peu parce que comme c'est notre vibration, vibration, il faut que je définisse ça. Vibration, je parle sur des vibrations du vide hors du temps. La conscience est faite de vibrations du vide hors du temps. Elle est faite de pensées portées par des émotions. Les émotions agissent comme une porteuse, les pensées agissent comme le signal contenu dans la porteuse. Donc quand je parle de vibration, je parle de ça. C'est notre vibration qui adresse notre futur. S'il s'agit d'un nouveau futur, en temps normal, on ne va pas l'atteindre, donc on n'est pas porté par les événements pour y aller. Par contre, si à un moment donné, on tombe sur la bifurcation et où on fait le choix qui va nous permettre d'aller vers effectivement ce nouveau futur, à ce moment-là, ça va refaire jouer, ça va confirmer la vibration, on va se mettre on va à nouveau vibrer la foi qui correspond,
Et du coup, ça va renforcer ce futur en question, et du coup, ça va fluidifier encore plus les événements qui vont venir, et c'est pour ça que la fluidité arrive, c'est pour ça que les événements qui viennent nous guider arrivent par cascade. Et là, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Lorsque dans ta vie, tu as l'impression que tout s'accomplit pour t'aider à réaliser quelque chose, ce qu'on appelle l'état de grâce, les avalanches de synchronicité, etc., c'est parce que tu as suivi à un moment donné la guidance, que ça a renforcé la vibration de foi qui permettait à cette guidance d'advenir, ce qui a créé un cercle vertueux qui fait que la guidance s'amplifie. Ça vient de là. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Après, on est tous soumis à des tas d'influences extérieures qui peuvent décider ou nous donner une forte pression pour décider pour nous. Oui. Soit les pressions sociales, soit les choses qu'on doit faire pour la famille et tout ça, qui peuvent aller contre ce qu'on ressent. Donc c'est quand même toujours une question de choix d'aller pour, avec le mouvement ou contre le mouvement par rapport à quelque chose qui nous correspond. Voilà. C'est-à-dire qu'on est plongé très souvent dans des situations où on ne ressent pas ce qu'on est amené à... On est obligé de s'adapter, contraintes, corvées, etc. Bon, ça, c'est normal. Pour s'adapter à la société, on est obligé d'accepter un certain lot de contraintes. Le problème, c'est quand ça devient excessif et que du coup, ça n'est plus de nature à te permettre de te relier à nouveau à toi. D'accord ? Donc il ne s'agit pas de trouver du plaisir compensateur, il s'agit d'arriver à se détacher de ces contraintes pour retrouver sa reliance afin de mieux intégrer ces contraintes comme positives finalement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de se positionner dans l'acceptation. Si on accepte ces contraintes, si on les trouve normales, le fait de se positionner dans l'acceptation, ça là aussi, c'est une vibration, va nous aider à les vivre comme si finalement ça nous posait aucun problème. C'est mieux que l'habitude. L'habitude nous les fait vivre de manière inconsciente. Mais l'acceptation nous permet de vivre ces contraintes, finalement, sans nuire à notre bien-être, état de bien-être, parce qu'on les a acceptés, on les comprend, on est zen par rapport à tout ça. Et donc à ce moment-là, on vit en conscience quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'on a choisi, mais on sait que c'est sa voie. Et puis à tout moment, on peut changer de voie. Que penser alors de l'action de l'effet placebo ou nocebo sur la psyché puis sur le chemin de vie? C'est-à-dire si on peut imaginer que voilà, on pose un diagnostic sur quelque chose, que le diagnostic soit correct ou faux, il peut changer notre vie. Et, il peut y avoir des faux diagnostics qui tout à coup décident qu'on est malade, aux yeux de la société on est malade, ou des choses qui ne sont pas considérées comme des maladies dans d'autres cultures mais qui le sont ici, schizophrénie par exemple. Dans certaines cultures chamaniques, ça devient le chaman, le schizophrène du groupe. Ici, c'est considéré comme une maladie débilitante, avilissante et tout ça. Comment est-ce qu'on est dirigé par ces forces-là où il est quand même difficile Est-ce qu'il y a des choses, des jalons qui décident de notre avenir? Alors tu parles de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Hein. Déjà, il faut comprendre d'où ça vient. Hein. Ça vient à nouveau de cette structure vibratoire que l'on émet, si on peut dire. Hein. C'est pas une émission dans le temps. C'est pas quelque chose on est encore à nouveau sur la conscience hors du temps, les vibrations hors temps que produisent la conscience. Donc, je répète, les émotions, les pensées portées par nos émotions, etc. Tout cela, ça agit comme un signal hors du temps qui vient adresser le futur que l'on va vivre. C'est-à-dire que les choix, notre futur étant déjà réalisé, mais en mouvance permanente, les choix qui sont faits dans notre futur, ils se font à partir de notre structure vibratoire actuelle. Pas les choix qui sont faits dans notre futur proche. Ceux-là sont déjà déterminés par la causalité. Mais les choix qui sont faits dans notre futur un petit peu plus, là où ça commence à devenir un peu indéterminé,
Ça dépend de notre vibration. Alors si on te dit, si on te donne quelque chose qui te donne l'assurance que tu vas être guéri, tu te mets à vibrer la guérison, tu te mets à vibrer la confiance. Et donc effectivement, tu vas guérir. Parce qu'il y a une indétermination dans le cours de la maladie. Ok, et donc cette indétermination, elle va être comblée par ce que tu vibres. Si par contre, si on te dit, bon, ben, vous êtes foutu, effet nocebo, ben là, évidemment, ça va te stresser, ça va t'inquiéter, tu vas te mettre à vibrer l'envie de lutter contre ça, et en fait, ça ne va faire que renforcer le problème, créer même la maladie dans certains cas. Donc c'est toujours la même origine. C'est-à-dire qu'on a oublié, depuis 3 siècles qu'on a créé cette science, qui est parfaite, qui est très bien pour comprendre un pan de la réalité, on a oublié que l'autre pan de la réalité, qui concerne plus le futur, est créé par ce qu'on vibre. J'aime pas trop ce terme parce qu'il donne la sensation que je reprends des idées de New Age. Sauf que le Nouvel Âge n'explique rien. Et il y a quand même une part de réalité dans ce qui se trouve, dans ce qui est empreint de beaucoup de bêtises. Il y a des parts de réalité partout, quoi. Hein, donc, on peut trouver des diamants dans la merde. Hein, mais, enfin, voilà, c'est... Et ce terme de vibration, il faut quand même s'y faire. J'ai rien trouvé d'autre. Est-ce que le déconditionnement de l'ego peut passer par des drogues antéogènes, psychédéliques ou autres, ou mieux pas? Personnellement, je ne crois pas. Peut-être que, alors je ne l'ai pas expérimenté, peut-être que se libérer de certaines addictions peut passer par des psychédéliques, oui. Parce que là, on est sur le même niveau d'action, hein, c'est sur une action physique. Le psychédélique, il a une action physique. Après, se libérer de l'ego, de manière indirecte, oui, je pense, mais je crois pas fondamentalement à ça parce que je ne crois pas que mais bon, j'ai peut-être tort, hein, l'absorption de psychédéliques soit vraiment un moyen une voie pour s'éveiller. Parce qu'il y a quand même, si on n'arrive pas à le faire naturellement, et qu'on a besoin de psychédéliques, c'est qu'il y a quand même un problème. Si on ne s'attaque pas au problème à résoudre pour atteindre un état de reliance naturel, si on a besoin de quelque chose d'artificiel, à mon avis, ça va pas fonctionner. Cela dit, s'il y a les deux pratiques, c'est-à-dire que si, en même temps qu'on absorbe des psychédéliques, on comprend que c'est juste une sorte d'aide, mais qu'il faut faire un travail sur soi à côté, alors là, dans ce cas-là, oui, on peut comprendre que ça peut nous aider à nous libérer de l'ego et aller vers plus d'éveil, plus de reliance. Quel est le meilleur travail sur soi? La méditation Le meilleur travail sur soi, ça va dépendre de chacun. On est tous extrêmement différents les uns des autres. Hein. Chez moi, ça va être faire la randonnée. La méditation, ça marche pas du tout. Moi, je supporte pas les états où on est immobile. Alors peut-être j'ai jamais assez persévéré lorsque j'ai accepté les séances de méditation, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je le sens pas, ça me convient pas. Par contre, la randonnée, je suis quelqu'un qui a la chance de suer beaucoup. J'ai l'impression que ça me vide et que ça me permet de retrouver un état de bien-être qui favorise la reconnexion. Le soi qui nous constitue et qui nous dépasse, et on a des exemples dans le livre Connexion. Que penser des voix qui s'adressent à Nicolas Fraisse, par exemple? Il les décrit comme étant un chœur de voix. Et puis, ces réponses sont souvent assez morales. Alors, le soi, est-ce qu'il est moral? Est-ce qu'il est rempli de croyances, alors qu'il est plus grand que l'ego?
Parce qu'il y a des tas de réponses qui sont moralisantes de l'aveu même de Nicolas Fraisse. Donc, est-ce que ce soi, est-ce qu'il est si sage? Est-ce qu'il est un guide? Je ne crois pas que le soi soit moralisant, parce que je pense que la morale, elle fait plutôt partie de notre réalité incarnée. Hein. C'est plutôt la personne qui reçoit l'information, qui agit elle-même d'après sa culture comme filtre moralisateur, moralisant. Mais le soi lui-même n'est pas... la notion de culpabilité n'existe pas à ce niveau-là. Donc je ne crois pas que... Même si finalement on dit souvent tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, il y a quand même une différence fondamentale, à mon sens, entre guillemets, la vie dans l'au-delà, hein, on ne sait pas ce que c'est, enfin, on peut imaginer, et la vie sur Terre. Et ces différences fondamentales vient du fait que la vie sur Terre, on est sur une création collective où tous les niveaux vibratoires se mélangent, c'est-à-dire qu'on est sur une création collective où tout le monde, toutes les consciences participent, quel que soit leur niveau d'expérience, on va dire, à la création de la réalité. Donc là, il y a un mélange de toutes les vibrations, alors que de l'autre côté, dans l'au-delà, ça fonctionne, enfin, les réalités sont automatiques, comme elles sont créées vibratoirement. On retrouve sur notre plan d'existence forcément que ce qui est compatible avec ce plan. Donc c'est pas du tout la même vie. C'est forcément, par définition, le paradis, puisque rien ne peut plus, il n'y a plus de discordance. Et par contre, il y a certainement le souhait, l'envie, le désir de faire évoluer la réalité. Or, ça n'appartient pas à ce plan que de faire évoluer la réalité. Ce plan récupère le meilleur de ce qui vient de chez nous, si on peut dire, déjà. Ça appartient au plan d'incarnation de faire évoluer la réalité. D'accord ? Donc, il y a des différences fondamentales entre les plans de réalité incarnés et désincarnés qui font qu'on peut pas comprendre. Et notamment, il ne peut pas y avoir de moralisation. La moralisation, ça appartient à un plan de réalité qui est le nôtre et où on a besoin où il y a forcément des frictions et des incompatibilités. Pour reprendre le livre Dialogue avec l'ange, alors là je ne vais pas du tout citer correctement, mais de mémoire, les anges disent qu'on a la chance d'être incarné et d'avoir le verbe, chose à laquelle ils n'ont pas accès, et qu'on a un énorme pouvoir là-dessus. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est si différent de ce pouvoir? Le verbe créateur, c'est la vibration. Hein. Donc notre mental est créateur. On a cette chance, si on peut dire, oui, mais pour que ce soit véritablement créateur, il faut que ce soit créateur d'une nouvelle ligne de temps. Pas d'une ligne de temps déjà présente qui provient d'un conditionnement passé. Et pour que ce soit créateur d'une nouvelle ligne de temps, il faut que l'on capte la vibration de notre soi. Donc notre soi qui, de l'autre côté, a peut-être une très bonne vie, mais désireuse d'améliorer les conditions. Alors, parce que nos conditions d'existence influent sur leurs conditions d'existence. Parce que bon, elles vivent certainement dans un monde qui est tout à fait harmonieux, etc. Mais vivre dans l'éternité, ça doit certainement occasionner un certain ennui, j'imagine. Et je suppose que le désir naît de cette réalité qui récupère tous les bienfaits de notre côté, qu'il y ait du nouveau. Or, le nouveau n'est créé que par nous. Hein. Et donc, le désir du soi, c'est d'arriver à ce que nous captions sa vibration afin que nous puissions créer le nouveau que lui va récupérer. D'accord ? Il y a quand même cette notion d'ennui et de création qui vient. Ouais. Tu peux développer un peu dessus ?
En fait, ça vient du fait que de l'autre côté, on crée tout ce qui nous arrive est créé par la pensée, est créé de manière vibratoire, hein, d'accord? Et donc, si on veut vivre dans un environnement qui est très riche, très beau, etc., il faut qu'on ait soi-même une âme qui soit très riche, très belle, etc. Donc, si on veut engranger... Et donc, ça implique de faire évoluer notre âme de manière à ce qu'elle finisse par devenir très riche, très belle, etc. Et ça, on ne peut pas le faire de l'autre côté. Ça se fait par le biais de l'incarnation. D'accord? Si on ne le fait pas, comme on vit de toute façon dans une réalité où on ne va jamais souffrir, hein, sauf ceux qui sont vraiment... en première approximation, comme on vit dans une réalité où on va jamais souffrir, on peut dire, c'est très bien, etc. Mais on finit toujours par s'ennuyer. Parce que c'est l'éternité. Et donc on va alimenter le désir d'enrichir son expérience d'âme. Voilà, ça va permettre, celui qui a le fait d'avoir vécu une vie supplémentaire, va permettre d'aller visiter des contrées supplémentaires, d'enrichir nos espaces de vie et de rencontres dans l'au-delà. Et ça implique donc de nouvelles incarnations, jusqu'à ce que on finisse par devenir un être suffisamment évolué qui n'a plus besoin de s'incarner parce que ça lui permet finalement de grimper finalement dans la hiérarchie des échelles d'action dans l'univers. Voilà, si on peut dire. Qu'est-ce que le libre arbitre? Est-ce la possibilité de dire non, comme les travaux de Libet semblaient le dire, ou est-ce que c'est plus que ça, plus que la possibilité de dire non? Oui, le libre arbitre, il est plus naturellement fondé dans la possibilité de dire non, oui, mais pas pour les raisons indiquées par Libet, parce que là, il y a une interprétation qui implique l'ancienne conception du temps. Ce que Libet a découvert, c'est que il y a un délai entre l'instant où on détecte la prise de décision chez une personne, un choix, l'instant où on le détecte sur l'électroencéphalogramme, et l'instant où la personne, en appuyant sur un bouton, dit qu'elle a pris une décision. Il apparaît que le moment où elle dit qu'elle a pris une décision est en retard alors ça dépend, je crois que c'est entre 400 millisecondes et plusieurs secondes, est en retard sur l'instant objectivé par la mesure, où on voit que la décision a été prise, l'impulse. Et donc c'est interprété en disant que c'est le cerveau qui décide et la conscience, elle ne fait que manifester ultérieurement cette décision. D'accord? Ce qui fait dire qu'on n'a pas de libre arbitre, sauf lorsque il ne s'agit pas d'une décision, mais de l'annulation d'une décision. Dans ce cas-là, le processus s'inverse. Bon. Ça veut dire que finalement, le libre arbitre se réduit à peau de chagrin, à des circonstances un petit peu spéciales. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'interpréter, puisque moi, il ne faut pas oublier que la conscience, elle est hors temps. Quand je dis qu'elle est hors temps, la conscience, si on part de mon modèle qui n'est pas que mon modèle de conception, de création de la réalité, qui se fait d'abord dans le futur, et puis qui descend dans le goulot d'étranglement du présent, et puis l'observateur termine de figer la réalité en une seule version. Ça veut dire que la réalité se crée dans le futur, et la réalité se crée dans le futur via la conscience qui est en avance dans le futur. Hein, c'est-à-dire que les potentiels qui sont encore multiples avant d'arriver dans le temps présent, objectivés par la mesure, sont ressentis de manière multiple par la conscience dans le futur. D'accord? Et c'est le processus de décohérence qui achève, et l'observation, qui achève de créer une seule réalité. Mais ça, c'est ce que j'appelle l'épaisseur de temps de la conscience, ou la densité de temps. La notion de densité du temps est absolument fondamentale, n'est pas encore découverte par la physique. Elle n'est
parce que les physiciens dépendent des équations, et les équations ne permettent pas de concevoir les choses de cette manière. La physique actuelle est encore enfermée dans une conception linéaire du temps. Il s'agit de l'évacuer, moi je l'évacue et je dis que si on veut comprendre la conscience, il faut l'assimiler à une fenêtre de temps qui parcourt notre ligne de temps vers le futur. À gauche de cette fenêtre, c'est le passé, il est unique. À droite de cette fenêtre, le futur reste multiple et on fait des choix. Et ceci est corroboré par le fait que, si effectivement la conscience elle est là et que le cerveau il est là, donc en moyenne la conscience elle est là, ça veut dire que la conscience elle est en avance dans le futur. Et cette avance dans le futur se traduit sur le signal, sur l'électroencéphalogramme, par un retard apparent. C'est-à-dire, en réalité, la conscience n'est pas parce que, en fait, la réalité se crée du futur vers le présent. Et donc, les expériences de Libet s'interprètent en disant que Libet a découvert finalement l'épaisseur de temps de la conscience qui fait que la conscience est en avance dans le futur et que donc c'est ce qui lui permet justement de faire des choix. Et donc, c'est plutôt la preuve du libre arbitre. Ceci d'autant plus que le libre arbitre est nécessaire dans notre condition de conscience incarnée, dans le véhicule qui est le corps, pour faire les choix lorsqu'on est pris dans une situation où nous avons un pilote automatique, l'ego, qui n'est pas en mesure de faire les bons choix, et en même temps un GPS, l'âme, qui n'est pas en mesure de faire les bons choix. Ça arrive souvent. C'est un peu comme si on est en train de piloter un avion et qu'on est dans une zone d'ombre et qu'on est obligé de naviguer aux instruments. En général, c'est pas le cas. En général, on va se retrouver dans des situations où l'ego fait parfaitement l'affaire. Et de temps en temps, on va se retrouver dans une situation où on va devoir télécharger une nouvelle version du système. Donc écouter le GPS qui remet à jour notre conditionnement en changeant notre ligne de temps par l'acquisition d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle information qui fait qu'on va changer. Donc ça veut dire écouter son GPS. Mais si on ne fait que fonctionner dans l'ego, on va dans le mur. Et si on fait que écouter son GPS, qui nous apporte du bonheur finalement, on va aussi dans une autre sorte de mur qui, à force de se connecter à l'au-delà, enfin à l'ailleurs si on veut, fait qu'on se déconnecte même de la société. Et donc dans les deux cas, c'est pas bon. Et donc la bonne façon de naviguer, c'est de marier les deux, c'est-à-dire d'utiliser correctement son ego, mais de temps en temps d'utiliser son GPS. Et c'est dans le fait d'utiliser la pleine puissance de l'incarnation qui est d'utiliser les deux, qu'on va réaliser son meilleur futur. Et le libre arbitre vient de là parce que on est mieux placé que notre soi pour savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Le soi n'est pas dans un niveau vibratoire qui lui permet d'appréhender les décisions qu'on doit prendre au quotidien. Il aimerait que, par exemple, on fasse tel choix, mais il y a des moments qui sont pas bien choisis, qui peuvent ne pas être bien choisis pour faire tel choix. Donc peut-être il faut attendre. Et le libre arbitre, il est fondamental pour dire non, là je vais encore attendre avant de réaliser tel choix. Donc le libre arbitre, il est absolument fondamental. Ce qui est dommage, c'est que ce libre arbitre soit nié à la fois par les gens qui sont dans la religion ou la spiritualité, parce que la connexion au soi semble dire qu'on n'a pas de libre arbitre, ce qui est très naïf de penser ça. Et c'est aussi très naïf de penser que, puisqu'on a un ego, qu'on est perpétuellement conditionné et que tout vient du cerveau, on n'a pas de libre arbitre. Donc finalement, on a les deux parties opposés qui s'accordent pour dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Et en fait, c'est juste parce que il y a trop de naïveté d'un côté et trop de naïveté de l'autre. Alors que si on combine les deux, on sort de la naïveté et là, on se rend compte qu'on est embarqué dans une réalité où on a un pilote automatique et un GPS à notre disposition et on doit apprendre à marier les deux pour aller vers notre meilleur futur.
Si je résume en quelques mots, si j'ai bien compris, l'ego serait le pilote automatique, le GPS, la conscience, hein, et puis le tout, les deux qui travaillent ensemble, le soi, ou qui nourrissent le soi. Ouais, c'est ça, le ego, le pilote automatique, le GPS, la conscience éveillée qui est capable de capter l'information, et le soi, cette conscience qui n'est pas la nôtre, que ce subconscient qui est capable de procéder à la mise à jour du système. Mhm. Parce qu'effectivement, et tu as raison de corriger, j'ai un peu trop simplifié, on pourrait dire qu'il y a 3 sources. Il y a aussi l'écoute du soi pour procéder à un changement de vibration qui va permettre d'aller sur une nouvelle ligne de temps. Et lorsqu'on est sur une nouvelle ligne de temps, on continue d'écouter son GPS pour le temps de bien stabiliser la nouvelle ligne temporelle. Et lorsqu'on est bien stabilisé dessus, elle peut rentrer à nouveau dans un conditionnement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que la matière et la nature de la réalité? Qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que la nature de la réalité? Pour moi, la matière, c'est une densification de la conscience. Et la conscience, c'est un réveil de la matière. C'est-à-dire que si on prend le modèle d'espace-temps proposé par la théorie de la relativité d'Einstein, on a un espace-temps gelé. Il est entièrement matériel. Et donc la matière recouvre tout ce qui est ondes et particules. Tout ce qui est ondes et particules définit parfaitement la totalité de l'univers. Mais c'est gelé. Et aucune conscience ne peut s'y incarner parce qu'il n'y a pas de modification possible. Ou alors il faut s'y mettre à plusieurs, décider de dégeler la réalité en un lieu de l'espace ou du temps, et à ce moment-là, on va pouvoir entièrement la refaçonner. Mais tu comprends que pour modifier une réalité, il faut que la conscience soit à l'œuvre. Et donc ça crée une vague de la conscience, ça crée une vague du présent, parce que quand tu modifies la réalité en un lieu de l'espace et du temps, donc du temps, ça va avoir pour action de modifier la suite. Et donc tu vas reparcourir tout l'espace-temps jusqu'à créer une nouvelle version de l'espace-temps. Un peu comme si la conscience tissait l'espace-temps. La conscience module l'espace-temps, et la conscience, en s'incarnant dans l'espace-temps, elle crée une nouvelle version, elle crée de nouvelles lignes temporelles, et la mémoire de cette nouvelle ligne temporelle, l'information de cette nouvelle ligne temporelle correspond à la mémoire du vécu. On peut facilement, puisque tout est conscience, c'est la mémoire du vécu qui comment dire, engramme dans la réalité ce qu'on appelle matière. On a modifié, une fois que c'est modifié, c'est en cours de modification pour aller vers le futur, mais le passé est à nouveau gelé, il est matérialisé. La notion de matière se comprend à travers le processus de matérialisation qui correspond à la densification d'une nouvelle ligne de temps créée par la conscience. Est-ce qu'on peut dire que matière et conscience sont faites de la même étoffe, ou c'est la conscience qui travaille une autre entité qu'est la matière? Non, la conscience et la matière sont faites de la même étoffe. Ce sont toutes les deux de l'information, sauf que l'information de la matière ne bouge plus hors du temps, alors que l'information de la conscience est modifiée hors du temps, justement. Il faut toujours se positionner hors du temps pour différencier matière et conscience. Parce que si on est prisonnier du temps, on ne peut pas différencier. Imagine quelqu'un qui parcourt une vie qui existe déjà sans faire la moindre modification, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de conscience. La personne devient inconsciente. Il nous arrive, par exemple, tu es en voiture, tu traverses une ville, je dis ça parce que ça m'est arrivé, et je crois que c'est arrivé à d'autres personnes, pour aller au boulot, tu as tellement l'habitude de faire ce trajet
qu'un jour, tu vas prendre peur parce que tu vas arriver au boulot et tu vas te dire, merde, je n'ai pas le souvenir d'avoir traversé la ville. C'est parce que tu as tellement l'habitude de faire le même trajet chaque jour que tu t'es mis en pilote automatique, tu n'as rien créé de nouveau, et donc tu es devenu complètement inconscient de ta vie. Ça s'explique comme ça. C'est-à-dire l'inconscience provient du conditionnement qui fait que tu ne modifies rien à ta ligne de temps. Ça fait penser à des tas de choses qui donnent un peu le vertige. C'est genre le genre de phrases comme « deviens qui tu es ». Comment est-ce qu'on sait quand on change de vie? Mais oui, mais alors justement, deviens qui tu es, c'est très bien. Parce que deviens qui tu es, ça sous-entend que tu n'es pas encore qui tu es. Donc que tu es sur une ligne de temps de conditionnement. Et deviens qui tu es, ça veut dire capte qui tu es, capte la vibration de qui tu es, relie-toi à ton soi. Et à ce moment-là, tu vas vibrer un nouveau futur qui va te créer une nouvelle ligne de temps, qui va te mettre sur une ligne de temps de pleine conscience, qui va améliorer ta vie. C'est une invitation au voyage, une invitation à la découverte, une C'est- invitation au risque. Exactement, parce que le voyage et le risque sont les meilleures façons de modifier sa ligne de temps. Parce que quand tu es dans des actes répétitifs, bon là, ok, t'es sûr, c'est le conditionnement, tu vas t'emprisonner dans un conditionnement. Mais quand tu voyages, il se passe tellement de choses imprévues en voyage que là, même si tu restes conditionné, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas être obligé de vivre pleinement, consciemment ce que tu vas vivre, hein, même si tu es encore conditionné par tout un tas d'idées. Et donc ça va t'aider à petit te retrouver toi-même, apprendre une autre façon de te considérer toi-même. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Et donc ça va t'aider à devenir qui tu es. C'est comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme pour l'amour et le don de soi. Si tu veux cultiver l'amour, commence par donner de toi. Et tu vas t'apercevoir que ça va faire naître l'amour. Normalement, si tu as l'amour en toi, tu vas naturellement donner de toi. Mais en fait, tout fonctionne dans les deux sens. Si tu prends l'habitude de faire quelque chose, si tu n'as pas un certain talent, mais que tu prends l'habitude de faire quelque chose qui correspond à ce talent, tu finis par acquérir ce talent. D'accord ? Tout est à double sens. Un peu l'effet Pygmalion, quand on attend quelque chose de quelqu'un et qui se sent apte à relever le défi, ou pas apte, mais qui veut relever Voilà. le défi, il devient ce qu'on attend de lui. Voilà. Tout ça parce que on est sur des vibrations guides et que quand tu te positionnes sur un nouveau comportement, bah évidemment, inévitablement, à moins que tu résistes, tu vas te mettre dans la peau, dans la vibration qui correspond à ce nouveau comportement, et cette vibration même, finalement, va t'apprendre à finalement être authentique. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Au départ, tu réfléchis, tu résistes, tu fais n'importe quoi, tu réfléchis le mouvement de tes jambes et tu te plantes. C'est quand tu arrêtes de réfléchir parce que ça devient naturel, que là, miraculeusement, tu sais faire du vélo, tu sais même pas comment fait ton corps. Et en fait, c'est pas ton corps, c'est juste que ton mental a lâché, c'est ta conscience qui s'est mis à vibrer, le talent de faire du vélo. On sous-estime grandement ce potentiel de la conscience à se régler vibratoirement sur de nouvelles lignes de temps. Quelle serait la plus grande faiblesse de ton approche? S'il y avait quelque chose que tu pouvais reprocher à ton approche de la rétrocausalité et un truc où tu dis ça manque de finesse, de précision, de je sais pas quoi, où tu as l'impression qu'il y a une faiblesse. Ah bah, il y a des faiblesses un peu partout. Ça paraît si je suis perfectionniste, hein. Moi, la faiblesse de mon approche, c'est le manque de mots pour décrire cette structure vibratoire de la conscience, parce que le mot vibration, il a tellement été galvaudé par le New Age que voilà, c'est une faiblesse. C'est porter le flanc aux critiques. Il faudrait que je puisse rentrer alors donc ça veut dire que
mon approche à ce niveau-là, elle n'est pas suffisamment musclée. Et j'aimerais rentrer dans un processus un petit peu plus formalisé, plus mathématique, pour décrire cette structure vibratoire. En fait, les éléments qui me permettent... Alors, la faiblesse, c'est au niveau... Quand je parle des différents niveaux de la conscience. Les éléments qui me permettent de dire que, là, on n'en a pas parlé, mais je parle habituellement de 4 niveaux de la conscience. Celui de la conscience du corps, la conscience cellulaire, la conscience organique, la conscience réflexive, deuxième niveau, donc la conscience qui nous permet d'avoir un libre arbitre, de faire des choix, de diriger notre vie. La conscience troisième niveau qui est le subconscient, qui est relié au soi, qui est l'empreinte du soi, et l'esprit qui est la source. On parle souvent de Dieu, bon. Ça, je sens que c'est juste, mais je sens que c'est fragile au niveau de... Je sens que ça reste un peu approximatif, parce que même si je sais définir l'esprit, même si je sais définir l'âme, même si je sais définir les deux... Alors, c'est aussi fragile parce que c'est lié à un modèle de la réalité qui est un modèle bimétrique dans le cadre d'une théorie de l'univers cyclique qui n'est pas démontrée, même s'il y a beaucoup d'éléments qui me font sentir intuitivement que c'est juste. Hein. Le fait que, par exemple, l'information dans les trous noirs, elle se retrouve dans le futur, enfin des choses comme ça. Et des choses que j'ai du mal à expliquer au public qui font que je suis persuadé au fond qu'il y a cette cyclicité parce que les dimensions supplémentaires que les physiciens découvrent et qu'ils relient aux dimensions compactifiées au-delà de l'horizon des trous noirs, moi je les attribue au futur et si je veux concilier les deux, je suis obligé de relier le passé lointain et le futur lointain. Bon. Tout ça, ça reste encore, ça a quand même un peu des airs de bricolage, ça manque je pense que c'est encore fragile. C'est pas là-dessus que je suis le plus sûr de moi. Disons que je sens que ça a encore besoin d'avoir des contours mieux définis, mieux structurés. C'est un peu comme si j'avais élaboré en vitesse un modèle cohérent pour boucler la boucle de ma théorie. Parce que concernant la flexibilité de l'espace-temps, là, par contre, je suis solide. Concernant la double causalité, et ne pas confondre la double causalité, l'influence du futur avec la rétrocausalité, qu'on appelle rétrocausalité quantique, là, je suis capable de tenir un débat avec des pointures sans aucun problème. Pour bien expliquer, je me sens capable d'arriver à convaincre ces pointures pour peu que ces personnes soient quand même un peu sincères. Hein. Bon. Alors que si je dois exposer ma théorie des niveaux de la conscience, 2 fois 2 niveaux, en lien avec l'espace-temps bimétrique, l'univers cyclique, etc., bon, là, je suis dans quelque chose d'un peu plus fragile. Voilà. Est-ce que tu as connaissance des travaux de Donald Hoffman qui essaye de donner une formule mathématique à la conscience? Oui. J'ai pas suffisamment connaissance. C'est un domaine dans lequel il faut que je me penche. J'ai lu un petit résumé qu'en fait Jocelyn Morisson. Ça m'a donné envie effectivement de creuser cette approche. Je sens intuitivement qu'effectivement c'est une bonne voie, mais à mon sens, ça reste un peu trop abstrait. Cela dit, je dois avouer que je manque d'études à ce niveau-là. Est-ce que la science doit changer? Et qu'est-ce que ça veut dire de prouver scientifiquement quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres types de preuves que les preuves scientifiques qui existent? Alors, oui et non. Enfin, la science a un problème avec la preuve. Hein. On dit souvent que des choses sont prouvées, mais finalement, elles s'avèrent complètement remises en question au bout d'un certain temps. En fait, la science
dans son état actuel, s'occupe un peu trop de fonder notre vision du monde. Et on a tort de faire confiance à la science pour fonder notre vision du monde, parce que là, la science a tout faux. Sur le darwinisme, la science a tout faux. Sur le Big Bang, la science a tout faux. La science, elle est sans arrêt en train de remettre en question ce qu'elle a élaboré au préalable. D'accord ? La science part de l'idée que la conscience est le produit du cerveau, c'est complètement faux. Elle part de l'idée que l'évolution est le fruit du hasard des mutations, c'est complètement faux. Elle part de l'idée absolument ésotérique que le Big Bang créerait la matière et l'énergie. Elle part de l'idée devenue ésotérique que la gravité est due à une force qui a bien été calculée par Newton. Tout ça, en fait, ça n'empêche pas les équations de bien fonctionner, mais ça reste des approximations et en aucun cas, ça ne peut servir de modèle pour concevoir la véritable nature de la réalité, parce qu'on a tout faux sur la nature de l'espace. On a tout faux parce qu'on croit qu'il y a un espace, en fait, il n'y a pas d'espace. On croit qu'il y a du temps, en fait, il n'y a pas du temps. On croit qu'il y a de la matière, en fait, non. Ça se réduit à des vibrations qui sont, en fait, de l'information. Donc, tout est... Lorsqu'on étudie la physique suffisamment profondément, on s'aperçoit que, finalement, toutes les visions du monde que nous sont proposées par la science sont fausses. Ça vient du fait qu'elles sont simplistes et que ce n'est pas aux scientifiques d'interpréter leurs résultats. Il faudrait que les philosophes aient suffisamment de compétences en physique et eux seraient capables d'interpréter. Mais comme on a découpé la science en tranches et qu'on a banni la philosophie, tout ce travail n'est pas fait. Et finalement, la science n'est absolument pas fiable pour nous proposer une vision de la réalité. Cette vision de la réalité, les scientifiques ne sont pas compétents pour élaborer notre vision de la réalité. Il faut sortir du cloisonnement des disciplines. Il y a un tel cloisonnement que si tu demandes à un spécialiste, par exemple tu prends Carlo Rovelli, spécialiste de la gravité quantique, c'est un génie, aucun souci là-dessus. Ces travaux sont très utiles, ils aident à comprendre par exemple l'émergence de l'espace et du temps, aucun problème là-dessus. Il mérite peut-être un prix Nobel, j'ai pas de souci avec ça, mais il raconte n'importe quoi. Sur Darwin, sur la conscience, enfin bon, moi c'est ce que je pense, je veux dire, je reconnais quand même ses mérites, il n'y a pas de souci. Mais il est extrêmement pauvre au niveau de la compréhension de l'évolution. Pourtant, il est sur la théorie qui devrait nous permettre de comprendre l'évolution. Il reste sur une idée de l'évolution darwinienne. Il reste sur l'idée que la conscience n'a rien à voir avec la gravité quantique, alors qu'il est en train de travailler sur le matériau même qui devrait nous permettre, à terme, de comprendre l'information de la conscience. Donc voilà, tu demandes... Tu vas chercher le plus grand spécialiste a priori compétent pour te dire ce qu'est telle chose, et puis finalement, non, il n'est pas fiable du tout. Parce qu'il ne sait pas faire la synthèse des connaissances qui permet de relier la conscience à l'information du vide. Ça me rappelle la phrase « il ne faut pas laisser la guerre aux militaires, c'est beaucoup trop sérieux ». Il y a un petit peu de ça, il ne faut pas laisser la science scientifique, c'est beaucoup trop sérieux. Mais du coup, alors, oser toucher au darwinisme, comment est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il est tellement au sommet non, mais le darwinisme, c'est devenu une idéologie. Darwin lui-même était au courant que sa théorie était fragile. Il a même expliqué que si on ne trouvait pas toutes les évolutions intermédiaires pour chaque espèce qui permettraient de justifier cette évolution, cette théorie serait fausse. On ne les trouve que pour des cas extrêmement particuliers. Donc ça, on oublie de l'écouter. En fait, ce qui se passe, c'est que la théorie de Darwin, c'est une théorie anglo-saxonne, dont les anglo-saxons avaient besoin pour justifier le capitalisme. Parce que le capitalisme, la loi du plus fort, la compétition, etc. C'est une idéologie qui permet d'ériger les inégalités, ce qui permet de comprendre pourquoi il faut qu'il y ait des riches, pourquoi il faut qu'il y ait des pauvres très pauvres et des riches très riches, etc. Ça permet de comprendre. Et donc le darwinisme est le résultat d'une instrumentalisation de la science par des pouvoirs financiers en l'occurrence. Donc si on avait accepté alors je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit les scientifiques, mais je pense que c'est du conditionnement, c'est de l'éducation. Quand on n'a rien d'autre
pour exprimer, si on n'a rien d'autre qu'un modèle brinque-ballant qui tient pas la route pour comprendre la réalité de l'évolution, on se dit, oui, mais ce modèle brinque-ballant, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, et puis on le conserve en attendant de l'améliorer. D'accord? Mais aujourd'hui, on a autre chose. Donc il est temps de se débarrasser de l'ancien. La théorie de Darwin, elle est largement contestée, il faut quand même le savoir. Elle ne tient pas la route. À l'époque, il y a 50 ans, on pouvait avoir des circonstances atténuantes, et moi-même, je doutais concernant le hasard des mutations. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a compris que la vie, elle est fondée sur l'évolution, sur les gènes, etc., que les gènes, c'est quelque chose qui ressemble plus à un ordinateur, enfin, à un programme informatique presque, enfin, à quelque chose qui pourrait être muté par hasard. Enfin, aujourd'hui, si on voulait calculer l'âge, enfin, je veux dire, il faudrait des myriades d'âges de l'univers pour justifier une évolution par hasard. Il devrait y avoir une monstruosité de ratés de l'évolution qu'on observe partout. Non, aujourd'hui, la science a suffisamment progressé pour qu'on puisse conclure sans aucun problème, sans aucun doute, que la théorie de Darwin est fausse. Qu'il y ait une sélection naturelle, oui, mais bon, c'est probablement pas ça qui... On a beaucoup mieux. Je l'ai pas encore publié, mais d'autres... ça sera pensé dans le futur. J'ai pas fait de publication là-dessus, je suis pas un biologiste. Mais il me paraît évident que c'est la conscience qui maîtrise l'évolution. L'évolution, elle est due à la conscience. Tout est conscience. Les plantes ont une conscience. Tous les êtres vivants ont de la conscience, dans différentes densités. Bon, mais ça sera compris plus tard. Donc il y a une forme de téléologie. Mais évidemment qu'il y a une forme. C'est pas de la téléologie magique qui viendrait d'un dieu, ni qui joue au dé, ni qui serait le gros barbu, etc. Non, c'est la téléologie inhérente à la conscience hors du temps. La conscience agit vibratoirement hors du temps, elle adresse les nouvelles lignes temporelles qui correspondent à ses intentions d'évoluer. C'est aussi simple que ça. Il y a d'ailleurs un chercheur, un généticien qui dit que les scientifiques accusent les croyants, on va dire, pour être très large, d'avoir un dieu des trous, un dieu des vides. On remplace par le mot Dieu tout ce qu'on ne comprend pas, et lui accuse les scientifiques d'avoir un dieu du hasard. Un dieu du temps, un temps des vides. On met du temps quand on ne sait pas expliquer le hasard. Oui. Et puis on rajoute du temps en disant « Oh, l'évolution a eu tellement de temps pour faire tout ça avec les erreurs. On sait que les singes sur les machines à écrire, ça ne marche pas. Mais le temps, c'est l'excuse pour dire « Il y a eu tellement de milliards d'années qu'on a bien pu... » C'est du grand n'importe quoi, c'est de la pensée magique. Voilà. Faut pas hésiter à dénoncer la pensée magique chez les scientifiques. Les scientifiques sont autant des adeptes de la pensée magique que les pauvres naïfs qui croient dans le tirage des cartes, brûler des cierges, etc. Non, au moins celui qui se fait tirer des cartes, qui brûle des cierges, etc., il a quand même en lui une sorte de croyance qui lui paraît fondée parce qu'il a l'intelligence de penser que la science n'est pas suffisamment abouti pour pour être légitime en lui disant qu'il a tort de faire ça. C'est intelligent de penser que la science n'est pas suffisamment aboutie. Alors que le scientifique, donc on va dire que lui, c'est de la pensée magique, alors qu'il est dans la personne fait une pratique en se disant que elle a peut-être pas forcément raison, mais si jamais elle a raison de le faire. Parce que de toute façon, ça va pas lui nuire. Alors que le scientifique va dire « Ah ben non, mais ça c'est du n'importe quoi, c'est de la pensée magique ». Alors que le scientifique va être un adepte de la pensée magique en croyant que la conscience est le produit du cerveau, il n'y a rien de plus magique, en croyant que l'évolution est le résultat de la sélection naturelle, que nous sommes nés d'un Big Bang, enfin bon, tout un tas de... Les scientifiques sont coincés dans la pensée magique. Quand on soutient que la science est constellée de croyances, on nous répond que non, la science est purement objective et qu'elle ne veut pas avoir de croyances, car la méthode ne fait que constater et mesurer les faits. Mais ces faits, ils sont constatés à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur duquel on peut avoir tout juste, mais plus du tout quand on sort du cadre.
cette réponse qui vient toujours des scientifiques qui disent oui, mais la science, elle n'a pas d'idéologie, elle ne fait que constater les faits. Chaque fois qu'on dit que la science... Non, c'est parce que les scientifiques oublient toujours le cadre conceptuel dans lequel ils sont enfermés. Ils l'oublient. La science actuelle est enfermée dans un cadre scientifique que moi j'ai métaphorisé sous la forme d'un parc de la pensée, avec au sud le dogme du déterminisme, à l'est le hasard qui permet de finalement faire passer toutes les sauces, au nord la matérialité, le matérialisme, et à l'ouest les barbelés de la causalité. Voilà, j'ai métaphoré ça. La causalité, le déterminisme, le hasard et la matérialité qui sont tous faux, hein, mais se complémentent les uns les autres de manière à fabriquer un cadre soi-disant objectif, mais complètement... il est mort. Il est mort, ce cadre. Enfin, la science a tout détruit. Simplement, les équations ont besoin de poser ce cadre. Le problème, c'est que pour faire leur métier, les scientifiques ont besoin d'équations. Si tu leur dis « Ah, monsieur, la causalité, vous savez bien que c'est remis en question. Ah, mais monsieur, vous voyez bien que le déterminisme... Donc, ah, mais monsieur, vous faites appel au hasard, c'est quoi? C'est un dieu qui joue au dé, votre truc? Ah, mais monsieur, vous savez bien que la matérialité, ça va pas. Il y a le vide qui a une action sur le réel. » Alors, tu leur interdis d'utiliser des équations. Ben non, il ne faut pas leur interdire d'utiliser les équations. Il faut leur mettre comme patron un philosophe, pas un matheux, qui va dire « Attention, ok, c'est bien ce que tu fais, j'adore tes calculs, c'est bien, c'est vachement utile, ça permet même de développer des technologies, etc. Mais quand tu te mêles d'expliquer au public une conception de la réalité que tu déduis de ça, là, tu dis n'importe quoi. Il faudrait qu'il y ait un philosophe en chef qui dise aux scientifiques « Attention, là, vous sortez de votre... » Voilà. Les scientifiques doivent comprendre qu'ils sont comme des techniciens. À partir du moment où ils sont obligés d'utiliser des équations, ce sont des équations dont on sait qu'elles sont limitées dans leur portée, et donc un scientifique doit s'abstenir de faire des interprétations qui sont relatives à la vision du monde que l'on peut déduire de ce cadre, parce que ce cadre est faux. Il faut que ça, Alors comme ce boulot n'est pas fait, bon ben moi je fais un peu le boulot du philosophe qui dit attention là, attention, hein. Si on tient compte du fait que votre hasard ça tient pas la route, que la matérialité ça tient pas la route, que votre déterminisme ça tient pas la route, que votre causalité ça tient pas la route, là on commence à être en mesure de comprendre un tas d'anomalies du réel, celles que vous dites celles que vous rejetez parce que c'est pas conforme à votre cadre. Vous n'êtes pas correctement placé pour me dire que... Et en plus, je suis plus scientifique que vous, parce qu'un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui doit tenir compte des anomalies du réel. Mais nous sommes enfermés dans un conditionnement qui est purement sociétal et qui fait les gens qui accèdent à la fonction de scientifique sont des gens qui sont formatés par les équations. Voilà, et finalement, le problème, c'est qu'on leur donne trop de prérogatives. On leur donne le droit de bâtir notre vision du réel, un droit qu'ils ne devraient pas avoir et qui devrait être attribué aux philosophes, mais on devrait avoir des philosophes suffisamment compétents qui étudient la physique. En fait, le problème, c'est qu'il n'existe pas de branche de la connaissance qui permette de faire la synthèse des connaissances scientifiques en même temps que relier cette synthèse à nos connaissances ancestrales, en même temps que tenir compte des anomalies du réel, etc. Là, il y a des tabous, et c'est difficile de franchir ces tabous. Que dire de ces phénomènes extraterrestres qui se multiplient, mais aussi des témoignages de hauts gradés américains ou russes qui disent à savoir qu'il y a du matériel extraterrestre en séquestre chez eux? Brouillage de pistes, réalité, la théorie des mondes parallèles à le vent en poupe, mais repose sur une idée dématérialisée. Souvent on dit voilà, qu'ils apparaissent dans notre conscience, dans notre vision par des subterfuges de conscience, on va dire, je sais pas comment Mais s'ils ont du matériel chez eux, ils disent avoir des casques et des boulons à la maison, les Américains. Oui.
Et c'est quoi? C'est du brouillage de piste? Est-ce qu'il y a vraiment des casques et des boulons? Enfin voilà. Oui, j'ai entendu ça. Bon, alors moi, mon positionnement là-dessus, il est, on va dire, il est quantique, c'est-à-dire que, ok, c'est une possibilité, mais ok, faut pas, je veux pas prendre position, d'accord? Parce que ça a des implications quand même importantes. Si on suppose qu'il y a du matériel qui provient de crash avec des récupérations d'engins, ce sont les affirmations de David Grush. Ceci doit être positionné dans ce qui est arrivé dans les années 40-50. C'est la meilleure façon de l'expliquer. C'était à l'époque où on faisait plein d'explosions nucléaires. Et peut-être que ces explosions nucléaires ont légitimé l'arrivée de ces engins, et puis certains se sont crashés, peut-être parce que d'ailleurs c'était incompatible avec les radiations. Enfin, ou alors, bon, si on commence à rentrer là-dedans, c'est intéressant, hein. Ça pourrait expliquer le fait que ça pourrait expliquer le fait que la CIA se soit créée avec des sous-départements, avec une compartimentation absolument dingue, de manière à conserver un secret sur une technologie qui était plus secrète que le nucléaire lui-même. Ça pourrait expliquer le fait que du coup, parce que comme un président américain, il est élu que pour 4 ans, et que si tout ça est réel et que ça donne accès à une connaissance que l'humanité ne peut pas digérer, donc il faut la cacher, ce qui serait légitime, parce qu'effectivement, par contre, ce dont je suis certain, c'est que le phénomène OVNI, il est en lien avec toutes les dimensions de la conscience, justement, qu'on n'a pas encore compris. C'est-à-dire que si tu tires le fil des OVNI, tu tires le fil de l'au-delà, tu tires le fil des voyages extradimensionnels, et de la réalité de nos visiteurs, parce que ça c'est sûr. Et du coup, ça peut créer un traumatisme, ça peut créer quelque chose qui fait que, bon, il vaut mieux le cacher. Et donc, les décisions qui auraient été prises durant les années 40-50 de créer le système de compartimentation via la CIA, ou via même une CIA sous la CIA, pour cacher toutes ces choses-là, aurait été justifié. C'est-à-dire, il aurait été tout à fait légitime de faire ça. Après, le problème, c'est qu'effectivement, ça permet de comprendre que on ne peut pas on peut pas donner toute l'information à un président. Parce qu'à un moment donné, ce président risque de prendre une décision qui est favorable à l'information du public, qui risque d'être irresponsable si effectivement le président n'a pas compris toutes les conséquences. Donc s'il n'a pas absorbé toutes les conséquences du dévoilement de voilà, je tire ce fil-là, on tire s'il n'a pas tout compris, donc du coup, du coup, il était peut-être responsable de ne pas donner au président l'information, ou pas, ou à certains, enfin, etc. Et donc on peut arriver à comprendre des choses. On peut arriver à comprendre beaucoup de choses. C'est la naissance d'un état profond. Cet état profond, forcément, il va collaborer avec le milieu industriel. Ça donne naissance au fameux complexe militaro-industriel. Donc l'état profond est forcément lié au complexe militaro-industriel. Et donc ça donne naissance à tout un tas de choses qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui le monde il est mené par, enfin je veux dire la démocratie elle a disparu partout. Après évidemment les banquiers sont mis dans les grands banquiers sont mis dans l'affaire et ça permet de comprendre l'état du monde actuel. Mais ceci n'est qu'une hypothèse, d'accord? Et si on ne retient pas cette hypothèse, on peut considérer ce qui apparaît comme étant la version qui cherche à s'officialiser aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas eu de crash dans les années 40-50, non, Roswell n'a jamais existé, non, Aztec ou je ne sais plus quoi non plus. Bon. Et ça n'est que et on ne sait pas pourquoi le sujet est revenu au goût du jour. Peut-être parce que peut-être qu'ils ont découvert des petits matériaux là, bon, qui laissent penser pourquoi ils nous. Bon, disons que c'est plus difficile à comprendre, mais c'est en même temps plus facile à digérer. C'est-à-dire que la version
la plus facile à comprendre, la version la plus cohérente sur ce qui se passe à ce sujet-là, c'est en même temps la version la plus indigeste. Et que la version la plus officielle, enfin non, oui, la version indigeste du point de vue de tout ce que ça implique, etc. Alors là, le complotisme puissance 10. Hein. Et la version la plus soft, la version la moins complotiste, celle qui peut le plus facilement passer dans les médias, bien qu'elle ait du mal à passer, puisque ça implique c'est la version qui consiste à dire que ce n'est que maintenant, que ce n'est depuis que quelques années que les Américains commencent à comprendre de quoi ils retournent au niveau de cette technologie de nos visiteurs et ils ont décidé d'y mettre le paquet. Ils ont décidé de... Allez, il faut que la Navy bosse là-dessus, il faut que... Je sais plus, la NASA, il faut que la NASA... Allez-y, mettez vos ingénieurs là. Enfin, je peux pas m'empêcher de rigoler parce que... Mettez vos ingénieurs là-dessus. Ce phénomène, on vous a dit, il est réel. Il est réel, c'est le Pentagone, tout le monde le dit. C'est réel, allez, bossez. Enfin, tu vois le truc. Et là, il y a quelque chose qui va pas dans cette version-là. Donc, si tu veux... Mais en même temps, c'est la version qu'on essaye de faire passer dans le grand public qui est la plus facile à absorber par le grand public. C'est-à-dire, il y a des visiteurs... oui, c'est des visiteurs. Non, mais vous n'êtes pas censé comprendre que c'est des visiteurs. Tu vois, enfin bon... Ce sont des technologies, oui, elles sont probablement exogènes, mais non, c'est pas des visiteurs. Tu vois le truc, on a l'impression qu'il y a vraiment une sorte de psychanalyse collective à faire, hein, voilà, pour éviter de lâcher le gros morceau. Hein. En fait, je pense que le monde entier, à l'heure actuelle, a besoin surtout l'Occident a besoin d'une sacrée psychanalyse pour essayer de faire sortir le verre du trou. Voilà, enfin bon. On a découvert depuis 40 ans que le paradigme matérialiste est complètement faux. Oui. Mais moi qui fréquente tous les jours les cercles académiques, j'ai pas du tout l'impression que les scientifiques réagissent de cette manière-là. Ils partent pas du principe que le paradigme actuel est complètement faux. Et j'ai pas du tout l'impression que c'est entré dans la tête des scientifiques, ou alors c'est entré dans leur tête, mais simplement ils n'osent pas le dire, parce que c'est un consensus social. Mais cet état de fait, comme des fois tu le prononces dans des interviews disant on le sait depuis 40 ans que c'est faux, j'en fais pas l'expérience dans le quotidien. Oui, mais le scientifique de base, c'est quelqu'un qui a son gagne-pain, et si jamais il sort un peu de son précaré, de sa discipline, en faisant des affirmations qui impliquent des connexions avec les d'autres sources d'informations, il va se faire mal voir de ses collègues, ça va nuire à sa carrière. Donc c'est seulement la pression sociale qui empêche de sortir du paradigme. C'est la pression sociale, c'est la pression du formatage. Quand tu as l'avantage d'être dans un laboratoire, tu es directeur de recherche ou tu es directeur de laboratoire, etc. Tu as une carrière devant toi, tu as aussi des responsabilités, tu as aussi la peur t'as pas envie, là il y a la peur du ridicule. Tu fais gaffe avant de mettre, surtout que tu n'as pas les compétences. Alors, admettons que tu sois un directeur de laboratoire, bon, tu sais que tu prendrais des risques à discuter avec tes collègues plus largement qu'un seul individu avec qui tu vas au restaurant en lui disant tu parles pas de ça, hein, bon. Tu sais que tu prendrais des risques à aller au-delà. Donc tu as plein de lectures, tu as compris un tas de trucs, tu aurais bien envie et même à la limite de mettre une équipe parce que ton laboratoire il travaille sur tel sujet et puis il y a une certaine connexion avec, mettons, faire une expérience antigravité ou tester tel matériau pour voir, enfin, bon. Ben oui, mais si tu le fais, comment tu vas annoncer ça? Bon. Tu sais que tu peux pas prendre le risque de dire quelles sont tes véritables motivations parce que tu vas te faire taper dessus. En conseil de laboratoire, ça va pas pouvoir passer.
si jamais tu le fais quand même, etc., il y a un connard qui va dire « Ah, monsieur, il fait ça, c'est en lien avec les ovnis. » Oh, putain, là, ça va tout faire éclater, tu vois. Enfin, on vit, il y a une, comme tu dis, il y a une pression sociétale, une pression du formatage, une pression de la fonction qui vient du fait que chaque fonction est cloisonnée, chacun est dans son rôle, dans son précaré, et tu peux pas en sortir, et tout ce que tu apprends de nouveau qui te permet d'élaborer une nouvelle vision de la réalité, tu dois le garder pour toi. Voilà. Et tu peux pas le partager avec des collègues, tu peux pas en tirer les conséquences qu'il faut, etc. Ça fait partie d'un autre domaine. Les gens intelligents, ils en parlent pas. Voilà. Tu ne peux pas le professionnaliser. Tu peux pas le mettre dans les médias. Tu as une crédibilité, si tu dis ça dans les médias, tu te fais laminer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On connaît les déboires de Jean-Pierre Petit par rapport à ça. Bon, et du coup, Jean-Pierre Petit, il est devenu excessivement rebelle. Hein, mais au départ, il avait raison d'être... voilà, après ça fabrique un mauvais caractère. Hein. Mais on sait les risques qu'on prend, et moi je sais, moi j'ai pris des risques. Moi j'ai écrit des bouquins sur la physique de la conscience, etc. J'avais fait une publication qui n'était pas du top niveau, j'ai subi des remarques. Moi je m'en suis bien sorti hein, de mes collègues, de mon directeur, pour me dire Philippe, là, attention, là, et puis tu fais pas de publication, et tu devrais revenir à ton boulot d'ingénieur, etc. Bon, si tu veux continuer cette opération de recherche, il faut sortir des publications. Heureusement, je les ai sorties. Mais, au contraire, ça a créé plus de gêne encore. Parce qu'il était prévu que je m'en sorte pas. Mais, donc, le fait que je me sois sorti des publications a créé un gros embarras. C'est-à-dire que je continuais d'être connu pour celui qui a publié des livres sur la physique de la conscience. J'ai de belles publications dans des revues à comité de lecture. Ah ben là, ça va plus du tout. Ça va plus du tout, parce que là, je suis en train de crédibiliser quelque chose qui est absolument interdit. Donc il fallait trouver d'autres moyens pour m'emmerder. Et on a cherché à m'emmerder sur mes locaux, on a cherché à m'emmerder sur les consultations que je faisais à Paris à l'école de l'intuition. Ils ont cherché à m'emmerder. Voilà. Et ils ont vraiment cherché tout ce qui est bas, quoi, tu vois, tout ce qui est de vraiment médiocre, quoi, de bas niveau pour emmerder quelqu'un comme moi qui dérange. Voilà. Et donc j'ai vécu ça. Mais en fait, je ne l'ai pas vécu très longtemps parce que le Covid est arrivé et ça a tout réglé. Voilà. Est-ce que l'exposition de l'univers qui est imputée à la matière noire serait une volonté de l'univers? Ah, intelligent. Bon, alors si effectivement on interprète tout sous l'angle de la conscience, il est fort possible que ce qu'on appelle l'énergie noire, hein, l'énergie noire soit reliée parce que l'énergie noire, en plus, c'est pas quelque chose qui crée une accélération constante de l'univers, mais c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner par cycle. Ça fait un peu, il y a une sorte d'expansion sinusoïdale de l'univers. Et moi, effectivement, on a un peu l'impression que ça serait peut-être lié à la respiration de l'univers. Ça serait peut-être lié à la conscientisation, effectivement, à quelque chose qui correspond au fait que l'univers grandit en conscience selon des cycles. Donc effectivement, ton intuition me semble assez justifiée. Alors, peut-être une fois que le chien était l'ego et le chat le souhait, est-ce que tu arrives à expliquer? Je ne sais pas si j'ai plus la question sous les yeux. Ah oui, les chats et les chiens. Ouais. Oui, on a l'impression que les chats jouent un rôle qui est une aide à la reliance au soi, alors que les chiens jouent un rôle qui serait d'aider le maître à lâcher leur ego. C'est-à-dire qu'en fait, le chien jouerait le rôle d'aider le maître à lâcher son ego, c'est-à-dire que le chien incarnerait l'ego du maître,
et donc l'ego, le maître serait un peu moins imbibé d'ego. Son chien récupère cette énergie, alors que le chat jouerait plutôt un rôle d'aide à la connexion au soi, puisque le chat, il semble être beaucoup plus digne, on va dire, beaucoup plus. On la lui fait pas, un chat. Un chat, on voit bien qu'il a son libre arbitre. Il est hors de question que le libre arbitre d'un ego soit supérieur au libre arbitre d'un chat. On a l'impression que le chat est là pour nous donner des leçons de libre arbitre. Donc, puis pour un tas d'autres raisons, on a l'impression que le chat est plus relié à l'invisible que nous, quoi. Et donc, voilà, moi je pense que le chien et le chat sont vraiment très représentatifs du fait qu'il y a une nécessité chez nous, chez l'être humain, à la fois de se libérer de l'ego et de se connecter au soi. Ok. C'est une intuition, alors elle n'a pas valeur de quoi que ce soit. C'est juste une pensée qu'il me plaît d'avoir. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? On est sur la fin, un mot de la fin, quelque chose que tu voulais dire? Mais non, mon mot de la fin en ce moment c'est toujours le même, puisqu'on est socialement dans une situation qui est dépeinte comme épouvantable par les médias, avec ce risque de guerre, avec les conséquences du Covid, etc., avec pétage de plomb dans toutes les sphères de décision des personnes autorisées, etc. On se demande comment nos députés ont pu voter des lois absolument aussi dingues, concernant par exemple les lois sur la bioéthique, etc. Enfin, on a l'impression que tout est permis. Les théories du genre, le fait que la sexualité à l'école, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de... Enfin, j'ai pas envie de remuer tout ça. Tout ça, ce sont des signes de l'effondrement du mental humain. Ce sont des signes de l'effondrement du mental occidental, à force de vouloir bâtir une société mondiale avec une idéologie qui derrière est transhumaine. On finit par créer des monstruosités et qui ne vont pas marcher. On voit bien que c'est complètement raté, et donc en fait on assiste tout simplement à l'effondrement du mental qui est à l'origine de tout cela, et il faut le prendre comme une bonne nouvelle. Voilà, et il faut essayer de se détacher de ce système. On est obligé de conserver un pied dans le système. Donc conserver un pied dans le système et essayer d'avoir un autre pied dans la construction d'un nouveau monde. Pas d'un nouveau système, mais d'un nouveau monde, de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouvelles façons, de nouvelles visions du monde, comprendre ce potentiel considérable de la conscience, comprendre que ça sera la source de notre bonheur, comprendre que, parce qu'on vit comme des aliénés aujourd'hui, même quand on a plein de pognon, on vit comme un aliéné, et comprendre que ce qui compte dans la vie, c'est pas d'avoir du pognon, c'est d'être heureux finalement, et comprendre que la source de ce bonheur, elle va venir du changement de paradigme, elle va venir du fait qu'on va réapprendre, on va vivre probablement dans le futur de façon beaucoup plus simple parce qu'on va retrouver l'essentiel des rapports humains, on sera plus heureux, on aura peut-être moins de besoins matériels. Et comprendre que dans ce cadre-là, il est urgent de bâtir un nouveau monde, et que donc ça implique d'avoir un pied en dehors du système. Voilà. Et je pense que, parce qu'il n'est pas raisonnable de dire allez, sortons du système directement. Non, toutes les personnes qui sont capables de faire quelque chose de positif, en général, n'ont pas la chance d'avoir les deux pieds en dehors du système, mais peuvent commencer à essayer de mettre un pied. C'est ça, voilà. On a encore besoin de l'argent, on a encore besoin, pour certains, d'un salaire, on a encore besoin d'élever nos enfants, on a besoin du système parce que y a une très grande inertie. Mais ce qu'on peut faire, c'est conserver ça tout en disant non à des choses qu'on nous propose qui risquent de nous enfermer un peu plus dans l'aliénation, et puis essayer de s'éveiller pour dire ça dure un temps parce que pour l'instant là je suis obligé, mais
mon objectif, il est d'aller vers le nouveau monde. Voilà, c'est ça l'encouragement que je souhaite. Et il convient d'être extrêmement optimiste pour la suite. Une fois qu'on aura passé l'abîme qui correspond à l'effondrement qu'on est en train de vivre et qui est positif. Voilà.